Vous écoutez Anatomie d'un dictateur, la sexualité des tyrans, deuxième partie. Joseph Staline, au pouvoir en URSS de 1929 à 1953. Un pouvoir absolu pendant 24 ans, à la fin desquels il finit par contrôler la moitié de l'Europe. Et des millions de morts à son actif, entre des purges à répétition pour éliminer ses adversaires intérieurs, et des famines dramatiques conséquences de ses choix politiques. La vie sexuelle, la vie privée et la vie politique, chez Staline, j'ai découvert, je vais utiliser un terme qui est clinique, il était complètement schizophrène, d'une manière un peu inconsciente et avec le temps, consciente. Lili Marcu, historienne ayant grandi en Roumanie, auteur du livre « Staline, vie privée ». Il a eu des épouses, il a eu une maîtresse, peut-être encore 2, 3, mais c'était pas un coureur de jupons, il n'était pas obsédé par ça. Ce type vivait que dans le politique. Si de temps en temps il y avait une maîtresse ou une épouse qu'on aimait ou un enfant qu'on adorait, oui, il avait aussi, comme je dis, une vie normale. Mais comme il est, on peut pas dire, il n'est pas comme nous, il est un géant de l'histoire, positive et négative selon les interprétations, mais c'est un personnage hors du commun, évidemment, alors tout est politique. Il n'était pas un homme que la chose, comme on dit, comptait beaucoup. Parce que le pouvoir considère le libido freudien, son libido, il l'a mis dans le pouvoir. Comme certains écrivains qui ne couchent plus depuis belle lurette, le mettent dans leurs livres. Pour lui, ce qui comptait beaucoup dans le choix des épouses et de la maîtresse, c'est qu'il devait avoir confiance, il sentait le besoin, lui qui était un méfiant, il se méfiait même des membres du bureau politique. Une femme avec laquelle il était dans le lit, il lui faisait confiance. Et ça comptait énormément de pouvoir avoir confiance dans cette femme. Paranoïaque toujours sur le qui-vive, ayant sans cesse besoin de se rassurer, Staline eut donc seulement 2 femmes, avec lesquelles il eut 3 enfants, et 2 maîtresses connues. Sur sa vie sexuelle, au plan strictement génital, on ne sait rien. On ne sait pas s'il avait des habitudes, des goûts particuliers, inhabituels, au lit, ça on ne sait pas. Paul Fuchs, psychanalyste, auteur du livre « Staline, pervers narcissique ». On peut imaginer qu'il était plutôt du genre macho géorgien précoce, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Staline a eu peu de relations alors qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus. Parce que de se taper des tas de femmes, ça lui donnait pas la possibilité de dominer le pays et de dominer le continent. Voilà. Et lui, ce qui le faisait bander, c'était dominer. D'une manière ou d'une autre. Et si possible, à grande échelle. D'accord, mais on est bien dans une notion de jouissance quand même. Sa jouissance, c'était de dominer. Voilà. Il quittait ses femmes, il s'absentait, sans jamais prévenir évidemment, il revenait quand ça l'arrangeait, mais pourquoi s'absentait-il? Pas pour aller au bistrot avec les copains, pour aller faire ses mauvais coups de dictateur au politburo. Hein. C'est ça qui était sa motivation principale, sa jouissance, c'est ça qui lui procurait du plaisir. Staline délaissa tellement ses femmes que la deuxième et la principale, Nadejda Aleluyeva, épousée en 1919, se suicida en 1932. Cela fut caché au peuple, on parla d'appendicite, et Staline ne comprit jamais l'acte de sa femme. Les 2 femmes de Staline, la première meurt de maladie, la deuxième se suicide, et visiblement... Donc il est veuf 2 fois. Il est veuf 2 fois et il en est très affecté, d'après ce qu'on sait. Très affecté. C'était une femme très compétente qui a travaillé pour Lénine, a travaillé pour lui. Elle s'est inscrite à la fac, elle travaillait en même temps, elle écrivait dans des revues. Il a énormément aimé cette femme. Jusqu'à la fin de ses jours, sa photo était dans sa chambre. Et il n'a jamais compris pourquoi. Et comme c'était avec l'âge, vers la fin, parano, il a toujours pensé à un complot. Or, il n'y a pas eu de complot. Elle s'est suicidée, c'est tout.
Najevda se rebellait, elle croyait à cette histoire de communisme, à l'idéal bolchevique. C'était pas des vains mots pour elle. Donc elle ne pouvait qu'être bouleversée par ce qu'elle avait appris au sujet de la famine en Ukraine. Elle était bouleversée de voir tous les compagnons de Lénine éliminés les uns après les autres. On sait qu'elle est allée assister aux funérailles, je sais plus, Joffé, d'un trotskiste notoire qui s'était suicidé. On a trouvé chez elle, après sa mort, un texte dit de la plateforme de Ryutin, qui était un opposant à Staline. Donc, ça ne pouvait que la plonger dans la détresse de voir qu'elle était, d'assister à cette horreur qui se déployait devant elle, alors que tout le monde était soit dans l'adulation, soit dans la terreur. Quand Nadia est morte, quand Nadia s'est suicidée, Staline a dit aussi « Maintenant, je ne crois plus en l'humanité » ou quelque chose comme ça. J'ai perdu toute humanité. Ah non, mais il a été anéanti. Anéanti. Ça a été pour lui l'horreur. Est-ce qu'il n'en est pas devenu plus cruel par la suite ? Je ne sais pas si c'est ça qui a aidé, parce que je vous dis, ça fait partie de sa vie privée. Lui, cruel, c'était que lorsqu'il s'agissait de sa politique. Ça, c'est pas politique. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des psychopathes sont extrêmement durs avec les autres et extrêmement sensibles pour eux-mêmes. Pascal de Souterre, docteur en psychologie politique. Je ne sais plus quel auteur disait « Tuer n'apprend pas à mourir ». Et donc, on imagine parfois que les psychopathes sont dénués de sentiments. C'est inexact. Les psychopathes sont dénués d'empathie, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la souffrance des autres ne les touche pas. Donc la souffrance que sa femme a pu vivre, parce que si elle s'est suicidée, c'est peut-être parce qu'aussi lui avait des comportements qui n'étaient pas tout à fait appropriés. Donc la souffrance de l'autre ne les touche pas, mais par contre, quand eux souffrent, là, c'est la souffrance la plus terrible et tout le monde devrait les plaindre, tout le monde devrait pleurer avec eux, et ça ne les empêche pas, eux, de sentir vraiment une souffrance profonde de ce qu'ils vivent à ce moment-là. D'ailleurs, il a dit, mais comment a-t-elle pu me faire ça ? Voilà. À moi. À moi. Donc elle s'est suicidée, il ne s'est pas posé la question... Pourquoi s'est-elle suicidée ? Est-ce qu'elle était malheureuse ? Est-ce que moi, je lui ai fait quelque chose qui aurait pu l'amener à ce comportement ? Ça, il ne s'est évidemment posé aucune question, parce que ce que lui fait subir aux autres, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais moi, comment est-ce qu'on peut me faire ça à moi ? Comment est-ce que moi, on peut me faire souffrir ? Comment est-ce que moi, on peut me mettre dans une situation ambivalente ? Mais Staline, c'était vraiment... Il est un exemple presque clinique du psychopathe absolu. Et en bon psychopathe, Staline va aussi utiliser la sexualité à d'autres fins. Tout dictateur absolu est amené à utiliser le sexe comme instrument politique. Dimitri Casali, professeur d'histoire. Il arrivait à séduire les femmes de ses ministres, de ses généraux, des cadres du parti, pour mieux ensuite les manipuler. C'est-à-dire qu'il tirait certaines informations qu'il détournait, bien sûr. Souvent, c'était pas si grave que ça, mais ça suffisait à les faire soit arrêter, les faire envoyer en Sibérie, ou alors il les faisait exécuter. C'est le sexe comme arme politique, c'est-à-dire qu'il s'en sert pour manipuler, pour contrôler. C'est une arme de contrôle de ses proches, de la nomenclatura, des cadres du parti, et il le fait pratiquement avec tous les personnages importants, quoi. Et dans la propagande du régime, la sexualité était-elle présente ? Je ne crois pas, parce que l'égalité des sexes était prônée, l'émancipation de la femme était valorisée, même si elle ne l'était pas dans les faits réels. Mais au niveau du discours, ça se disait. Et non, c'était pas une sorte de Mussolini. La propagande autour de la personne de Staline se plaçait en effet sur un autre niveau. Celui du petit père des peuples, un papa rassurant pour chaque citoyen russe. Il y avait une croyance qui s'est répandue dans une large partie du peuple, dans la bonté de Staline. Et puis, regardez-le, son visage bonhomme, ses expressions paisibles, Staline prenant une petite fille dans ses bras, recevant des fleurs de la part d'enfants venus en délégation. Mais comment un homme pareil peut-il être mauvais ? Il ne peut être que bon. Mais finalement, il a acquis presque une image de Dieu vivant.
Mais pas presque, tout à fait. Il suffit de voir le film fait dans les années 50, La prise de Berlin, où on voit Staline en bel uniforme blanc qui descend d'un bel avion blanc, et on dirait le dieu qui descend d'un nuage pour aller vers son peuple. Il a été déifié, absolument. L'historienne Lily Marcoux était adolescente pendant les dernières années de pouvoir du dictateur. Quand on voit Staline descendre, moi je me souviens, j'étais dans la salle, je pleurais comme une madeleine. C'était tellement émouvant, tellement fort. Mais Staline, d'abord, c'est ça. Il se met en scène. Parce qu'il a toujours pensé, comme Lénine, que le cinéma, c'est le meilleur moyen de la propagande. Vous, petite fille, vous étiez amoureuse de Staline ? Oui. Oui. Je regrette beaucoup que je n'ai pas ce texte, je payerais cher. J'avais 16 ans quand j'ai écrit une lettre à Staline. C'était après la chute de Berlin. Une longue lettre. Quand mon père l'a trouvée, il a eu le choc de sa vie. Parce que c'était une lettre d'amour. Mais j'avais 16 ans. Il était plus mon père. C'était mon père. Quand il est mort, mon père, après, j'ai senti exactement la même douleur que lorsque Staline est mort. Encore maintenant. C'était une douleur insupportable. La même douleur quand votre vrai père est mort et quand Staline est mort. Absolument. Vous mettez ça sur le même niveau. Même niveau. Peut-être plus pour Staline. Comme Lily Marcoux, des dizaines de millions de soviétiques se sentiront réellement orphelins à la mort de Staline. Et des dizaines de milliers d'entre eux se rendront aux grandioses funérailles du dictateur. Le Chinois Mao Tse-tung régna plus d'un quart de siècle sur un quart de l'humanité. Il fut responsable de la mort de dizaines de millions de personnes entre famine et déportation d'opposants politiques. Mao fut un grand amateur de femmes. Il eut 4 épouses, plusieurs concubines qui l'accompagnèrent de nombreuses années, des centaines de maîtresses passagères. Et il ne les traita pas mieux que Mussolini, Hitler ou Staline. En général, Mao traitait les femmes comme des objets, comme il traitait toutes les autres personnes dans sa vie. Andrew Nathan, professeur de sciences politiques, préfacier du livre « La vie privée du président Mao ». Pour lui, la fin justifiait les moyens et il ne respectait pas la subjectivité des gens, l'indépendance des gens. Il profitait juste des gens quand il pouvait le faire, par ambition politique ou, dans le cas de la sexualité, quand il pouvait le faire, simplement par appétit sexuel. Il a donc utilisé les femmes et ceci est le centre de sa sexualité. Ça veut dire qu'il commençait à s'intéresser à une femme, qu'ensuite il s'en servait et puis il s'en débarrassait. Parfois, il se servait d'une femme pour une longue période. Il semblait continuellement intéressé par la même femme et parfois il s'en servait juste pour une courte période. Parfois, il se servait des femmes à des fins politiques, comme il fit à un moment de sa vie avec Jiang Qin, sa femme. Je dirais donc que le mot-clé de sa vie sexuelle était se servir des gens. Cela vaut en premier lieu pour les épouses de Mao, avec lesquelles il eut pourtant 10 enfants. La première, il la délaissa. La deuxième également. Elle fut capturée pendant la longue marche et exécutée par ses ennemis du Kuomintang. Il répudia la troisième qui finit à l'hôpital psychiatrique et la quatrième, Yang Qing, eut un rôle bien particulier à ses côtés pendant 38 ans. Jiang Qin a eu beaucoup de pouvoir. Quand la révolution culturelle a commencé, c'était supposé être une révolution à propos de la culture. Et Jiang Qin était en situation d'autorité dans le domaine de la culture. Son pouvoir et le pouvoir des gens qui lui étaient liés s'est développé et est devenu beaucoup plus que culturel. Il est devenu de plus en plus politique. Et ils étaient en mesure de désigner des personnes comme suspectes, comme des ennemis et de persécuter beaucoup de gens. Ils ont notamment fait cela dans le domaine du théâtre et de la littérature et d'autres secteurs de la culture. Elle avait le pouvoir de faire tout cela, même si elle n'avait plus vraiment de relations personnelles avec Mao.
Mao la voyait vraiment rarement, mais elle autorisait Jiang Qin à agir ainsi car elle lui était utile. C'est pour ça que ce n'était pas la peine pour lui de divorcer. Il n'en avait pas besoin et elle a exécuté beaucoup de basses besognes dont il ne voulait pas assumer la responsabilité lui-même. Elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Ça, il n'y a pas de doute. Mais comme elle l'a dit à son procès, j'étais le chien de Mao et si Mao me disait de mordre, je mordais. Et il y a beaucoup de bonnes raisons à cette explication parce que Mao se servait d'elle, comme de tout le monde. Il l'utilisait pour attaquer ses ennemis, créer des perturbations et ainsi garder une atmosphère qui était propice pour conserver son pouvoir. Notez que c'est parfois les femmes de dictateurs psychopathes sont elles-mêmes un peu psychopathes. Hein. C'est pas qui se ressemblent, ça semble, et donc sont parfois des femmes qui vont pas empêcher les massacres, mais au contraire parfois les pousser ou les favoriser. Ce qui était le cas de Jiang Qin. Voilà, effectivement. Sa femme, même s'il ne couchait plus avec elle. Voilà, c'était une femme dragon un peu comme ça, qui avait un énorme pouvoir et qui va influencer son mari dans un sens plutôt négatif et pas dans un sens d'apaisement. Il y a eu quelques cas dans l'histoire où la femme a réussi un peu à apaiser son partenaire, mais il y a eu des cas où c'était l'inverse, où elle le pousse au crime, elle le pousse à aller davantage plus loin encore dans les massacres, dans les exécutions. Pendant que Yang Qing s'occupait des purges dans le parti, Mao, lui, multipliait les concubines. Et on a parlé de milliers de femmes dans son harem, c'est vrai ? Je ne pense pas que des milliers de filles dans un harem soit une bonne manière de voir les choses. Il avait des filles en série plutôt, pas un groupe de 1000 filles dans lequel il piocherait comme dans des harems classiques. Les chefs participaient par exemple à des soirées dansantes et l'armée de libération populaire avait des troupes de divertissement comme d'autres armées ont des troupes musicales ou des troupes d'amusement. Ils avaient des troupes de jeunes filles artistes qui étaient musiciennes, qui pouvaient chanter et danser. Et il invitait ces comédiennes de l'armée de libération populaire à venir danser aux fêtes avec les hauts dirigeants. Mao dansait avec ces jeunes filles et s'il se sentait attiré par l'une d'elles, il disait à son garde-corps personnel, Wang Dongqing, celle-ci est vraiment attirante. Et Wang Dongqing faisait ce qu'il fallait pour que cette personne lui soit présentée, des fois deux en même temps. Mais ce n'était pas vraiment un harem, c'était plutôt un vaste va-et-vient. Un autre endroit où il pouvait choisir des filles de la même manière, c'était dans son train privé. Son train privé avait des hôtesses, comme nous avons des hôtesses sur les compagnies aériennes. Et s'il était attiré par quelqu'un, il indiquait qu'il était intéressé par telle fille et cette fille lui était présentée. En général pour un court moment, mais parfois ça pouvait aussi durer plus longtemps. Plus Mao vieillissait et plus les filles auxquelles il s'intéressait étaient jeunes. Pour Mao, c'était vraiment cette volonté de se régénérer à travers la chair fraîche de ces jeunes concubines qu'il prenait de plus en plus jeunes, puisqu'à la fin de sa vie, on parle de jeunes vierges de 15 ans, quoi, c'est-à-dire de très 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 jeunes filles. Et il y a cette volonté certaine, oui. Il faut dire aussi que dans la tradition chinoise, faire l'amour le plus longtemps possible avec une jeune fille, puiser dans l'énergie de sa féminité, dans sa lubrification, c'est quelque chose qui permet à un homme de vivre très vieux. On pensait même qu'un homme qui parvenait à ne pas éjaculer et faire l'amour régulièrement avec des jeunes femmes qui pourraient donner beaucoup de leur essence féminine, ferait qu'un homme pourrait rester immortel. Donc, vu que c'était dans la croyance chinoise traditionnelle, c'était pour lui une façon de croire à une forme d'immortalité ou en tout cas d'essayer de vivre le plus vieux possible. Mao vécut vieux en effet. Il mourut à 83 ans et plus son pouvoir fut installé, plus le recrutement de ses concubines devint sophistiqué.
Alors, c'est la tradition du gynécée impérial qui remonte jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ déjà. Il y avait cette espèce de harem chinois et d'organisation administrative très bien hiérarchisée, où des fonctionnaires parcouraient l'empire entier pour trouver des concubines pour l'empereur, justement. Et les plus jolies femmes devaient appartenir au gynécée impérial. Et c'est intéressant pour le dirigeant communiste qu'était Mao. Il n'a pas du tout réformé ses traditions. Il s'est au contraire inscrit dans cette lignée et où il était particulièrement à l'aise, puisqu'on l'a surnommé l'empereur aux 3000 vierges. On l'a surnommé. Voilà, Mao Tse-tung avait 3000 vierges. De toute façon, personne en Chine n'était au courant des frasques de Mao, sauf les dirigeants du premier cercle, qui n'y voyaient pas problème. La plupart des hauts dirigeants avaient une vie sexuelle très libre. Ils se mariaient, divorçaient, se remariaient, redivorçaient. Ils avaient des maîtresses et au niveau des hauts dirigeants, c'était vu comme moderne, comme socialiste. Parce que souvenez-vous par exemple Engels, dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », Engels a écrit que le socialisme devait se débarrasser de cette institution bourgeoise qu'est le mariage monogame, qui lie une femme et un homme au nom de la propriété, et que les gens devaient tomber amoureux parce qu'ils étaient amoureux, c'est tout. Il appelait cet amour l'amour sexuel, signifiant le vrai amour libre. Et les socialistes ont interprété cette idée en Europe, en Russie, en Chine, comme l'idée que cet amour libre était moderne et anti-bourgeois. Donc les dirigeants ont pensé que c'était correct de faire cela, que c'était révolutionnaire. Mais ils n'ont pas répandu ces idées dans la population parce que la population avait un esprit très traditionnel et ne pensait pas de cette manière. Et puis les dirigeants voulaient que la population ait une vie puritaine, ne pas porter de vêtements sexy. Tout le monde portait les mêmes vêtements, hommes et femmes, des coupes de cheveux asexuées, pas de maquillage, toutes ces choses qualifiées de bourgeoises. Donc l'idéologie sexuelle du Parti communiste chinois était écartelée entre ces deux idées contradictoires. Il y avait un double langage, il y avait ce qu'il appliquait pour lui, qui était vraiment très libertin, on va dire, et ce qu'il imposait à son peuple, qui était vraiment très puritain, alors que la Chine n'a pas toujours été une société puritaine. La Chine avait tout un art de l'amour très sophistiqué, et sous Mao, au contraire, c'était le puritanisme absolu, vraiment les rapports sexuels très réglementés, dans un cadre très précis, avec une répression assez forte. Durant la période du grand bond en avant, où Mao voulut développer la Chine à marche forcée, les choses se resserrèrent encore un peu plus en matière sexuelle. Dans le petit livre rouge, il est écrit qu'il vaut mieux tuer un moustique que faire l'amour. C'est une illustration de cela ? C'est une illustration de ce qui s'est passé en particulier pendant la période du grand bond en avant. Mao avait cette politique qu'on peut appeler une politique productiviste. Les gens devaient mettre toute leur énergie dans les tâches de production. Et il ne voulait pas que les gens aient une vie privée. Il ne voulait pas non plus que les gens aient une communication privée, qu'ils parlent à quelqu'un d'autre de quoi que ce soit. Il ne voulait pas qu'ils aient de relations privées, même une relation entre un mari et femme, même une relation entre parents et enfants devait être transparente, était supposée être transparente pour le régime. Les dictatures veulent toujours pénétrer la sphère privée, pénétrer les familles et s'assurer que rien de secret ne s'y passe. Et ceci n'est pas bon pour la vie sexuelle qui doit être privée. Cette citation de « tuer les moustiques » est donc une illustration de l'idée que les gens devaient passer leur temps à augmenter les rendements et que la sexualité était une perte de temps. Il faut dire que la Chine, contrairement aux dictatures italiennes, allemandes ou russes, n'avait pas besoin d'encourager la natalité. Elle était déjà, et de loin, le plus grand pays du monde. Selon Mao, et contrairement à lui, le peuple pouvait donc se passer de sexualité.
De Staline à Mao, de Mussolini à Hitler, la sexualité des plus grands dictateurs du XXe siècle ne fut donc pas uniforme, mais toujours empreinte d'abus et de perversion. Une pratique dictatoriale du pouvoir ne semble donc pas créer une sexualité débridée, mais elle en renforce indéniablement les travers et en repousse les limites. Consommation, exploitation, manipulation, intimidation, détournement de mineurs, incitation au suicide, les dictateurs se comportent avec leurs femmes exactement comme avec leur peuple, en tyrans impitoyables. Vous venez d'écouter Anatomie d'un dictateur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La sexualité des tyrans est un podcast coproduit par Initial Studio et Théorème, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Théorème, écrit par José Bourgarel et Nicolas Cuvelier-Mella et réalisé par José Bourgarel. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.